Bonjour à tous, merci d'être là pour cette troisième rencontre consacrée à l'UX. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de partager avec vous quelques notions fondamentales et quelques notions appliquées par rapport à la charge mentale. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je pense qu'il y a des gens connectés que moi je ne connais pas spécialement ou personnellement, donc je me permets de vous représenter 2-3 diapos que j'ai déjà présentés. Donc, désolé, je m'excuse avec ceux qui étaient déjà là pour les séminaires précédents. Donc, je m'appelle Teresa Colombi, je suis psychologue cogniticienne. J'ai un doctorat de recherche avec une spécialisation en eye tracking, donc en mesure des mouvements oculaires. Je ferai référence plusieurs fois au eye tracking au cours de cette présentation. Et je travaille dans tout ce qui est R&D, tout ce qui est innovation depuis une vingtaine d'années, donc sur des nouvelles modalités d'interaction machine, sur de la modélisation de facteurs humains, etc. etc. J'enseigne à la fac depuis une vingtaine d'années et depuis une bonne quinzaine d'années, je dirige une société qui s'appelle Ludotique, qui est spécialisée en facteurs humains, design centre utilisateur, expérience utilisateur, voilà, toutes ces problématiques de prise en compte de l'humain et de mise de l'humain au centre du process de conception du digital et pas que du digital. Mais bon, on travaille quand même principalement dans tout ce qui est digital. Donc du coup, de ce que je vous montrerai, il y a une partie des projets qu'on fait. Donc, on n'est pas une boîte théorique, on est une boîte qui fait de la recherche aussi, mais de la recherche appliquée. Donc j'essaierai de vous parler de choses qu'on fait au quotidien en termes de projets. Là, vous avez un aperçu de ce que fait un UX au quotidien. Il va sur le terrain, il recueille des données, il fait du design thinking, donc de la co-conception, de l'idéation, etc., des audits, des tests et des formations. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, on parlera plutôt de problématiques fondamentales qu'on peut aborder dans la recherche terrain, dans la user research, donc quand on va voir les utilisateurs concrètement ou quand on fait de l'expérimentation avec eux. Donc, comme pour les présentations précédentes, ça va se passer en deux parties, en trois si on compte la partie c'est questions-réponses. Donc, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que la charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on mesure et quelles sont les problématiques sous-jacentes à la charge mentale de l'utilisateur. Parce que justement, c'est un thème, comme je le disais pour ceux qui étaient là les premiers, qui n'est pas super abordé dans la littérature UX, c'est super abordé dans la littérature facteur humain et ergonomie cognitive, mais étrangement, les deux mondes ne se parlent pas beaucoup. Donc, je vais me permettre de faire quelques références théoriques introductives pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la charge mentale. Et dans la deuxième partie, on va voir des exemples concrets de mise en œuvre de méthodes de réduction de la charge mentale dans la conception d'interface aux machines et d'interaction aux machines. Et puis, on pourra débattre un petit peu ensemble. Donc, vous êtes peut-être tombé récemment sur ces BD qui sont assez drôles et qui m'ont bien fait rigoler. On a commencé à parler de la charge mentale des femmes. Et je pense que tous les ergonomes ont bien rigolé parce qu'on a amené devant le grand public le mot charge mentale qui nous parle depuis toujours et qui était inconnu du grand public, justement. Le concept est très simple et très rigolo. L'idée, c'est que les femmes sont toujours en train de manipuler 12 000 informations en même temps parce qu'elles sont en train de faire leurs courses, mais en même temps, elles pensent à leur boulot, en même temps, elles pensent à leur ménage, en même temps, elles pensent à leurs gamins. Et cela génère une certaine charge mentale. Donc, ça reste une définition très floue et très grand public, mais en même temps, ce n'est pas totalement faux. Dans un registre un peu plus sérieux, on sait tous qu'on est surchargé d'informations en ce moment. On ressent tous une certaine pression, un certain trop-plein d'informations dans la vie de tous les jours. On parle de l'économie de l'attention parce que ce qui devient fondamental au jour d'aujourd'hui, c'est de capter l'attention de l'internaute ou du consommateur en général, car il est sollicité de toutes parts. Il y a de l'info qui arrive de toutes sources, que ce soit desktop, mobile, radio, téléphone, télé, etc., etc. On est dans un monde digital rempli d'écrans et du coup rempli de sources d'informations et de distractions. J'ai mis dans le petit encart une phrase qui fait assez peur du PDG de Netflix. Notre principal concurrent, ce n'est pas tant Amazon ou YouTube, c'est le sommeil. Voilà. Ça pourrait ouvrir la parenthèse sur l'éthique dans le design de l'expérience utilisateur, mais ça n'empêche que c'est une réalité. On est énormément sollicité et notre cerveau n'est pas capable d'absorber
toute l'information qu'on nous présente, toutes les sollicitations qu'on nous présente. Donc, on va essayer de définir un petit peu tout ça. On va commencer par la charge physique, qui, elle est étudiée depuis très, très, très longtemps en ergonomie. La charge physique, c'est relativement facile à comprendre. Donc, je vais pas, en plus, ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et la charge physique, c'est voilà, le poids que la personne va porter dans le cadre de son travail, les postures que cela induit et l'effet que cela peut créer. Et des fois, c'est subtil parce que, par exemple, un masque ou des lunettes qui déplacent le centre de gravité de la tête un petit peu vers l'avant, même si elles ne sont pas très lourdes, à longueur de journée, peuvent créer des problèmes au niveau du cou. Donc, ce n'est pas juste savoir combien pèse un équipement qu'on met sur la tête ou sur le dos d'un utilisateur, c'est de savoir combien de temps cet effort va être fait et la conséquence physiologique qu'il peut générer. Donc, la charge physique est bien connue, il y a plein de normes en ergonomie physique et ce n'est absolument pas mon domaine de compétence, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je vais vous parler plutôt de charge mentale. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vous ai mis pas mal de définitions qui existent dans la littérature et elles sont toutes floues quelque part. Parce que tout ce qu'on arrive à dire, c'est que la charge mentale fait référence à un effort que la personne fait pour réaliser une tâche. Pour moi, la chose intéressante dans ces différentes définitions, il y en a certaines qui la mettent plus en exergue que d'autres, c'est une histoire de delta. On a des capacités globales et une tâche mobilise une partie de ces capacités. Donc, le tout, c'est de savoir est-ce que les capacités mobilisées sont inférieures au total ou supérieures au total. Et si les capacités nécessaires pour réaliser une tâche dépassent le total à disposition, là, forcément, on va avoir un souci. Mais la mesure exacte de tout ça n'est pas forcément évidente. Même dans la littérature, il y a du débat entre la définition de charge cognitive et charge mentale. Est-ce la même chose ou pas? Typiquement, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que là, il y en a pour 1 heure et on ne sera pas forcément d'accord. Et moi-même, je ne sais pas ce que je préfère entre les deux définitions. Donc là, je vais utiliser les deux termes comme des synonymes, même si je suis bien consciente que dans la littérature, il y a des experts qui déconnectent la charge cognitive de la charge mentale. Mais là, c'est trop pointu pour rentrer dans ces détails dans le cadre de ce webinaire. Alors, essayons de comprendre un petit peu d'où vient cette charge et comment on peut l'appréhender. Donc ça, c'est un schéma qui existe dans la littérature depuis plusieurs dizaines d'années, typique, on enseigne ça aux étudiants de psychocognitive première année. C'est un schéma, donc il n'est pas parfait, mais il explique quand même qu'on fonctionne, notre cerveau fonctionne en 3 temps. Il y a un stade perceptif, un stade de traitement de l'information, qu'on appelle stade cognitif, et un stade techniquement qui s'appelle conatif, donc de réalisation d'une action. Donc, le stade perceptif, c'est la détection d'un signal, le stade cognitif, c'est le traitement de ce signal, et le stade comportemental, c'est la mise en action, la mise en œuvre d'un acte qui peut être, je ne sais pas, tourner le volant si on est en train de conduire, ou tourner une page si on est en train de lire, etc. À chacun de ces stades, on peut induire ou pas de la charge mentale. Parce qu'on peut avoir de la charge mentale qui est liée à un trop-plein d'informations affichées à l'écran. Ou on peut avoir un problème de charge mentale lié à un processus qui fait trop appel à notre mémoire à long terme, par exemple. Donc, si on accède de trop à notre disque dur interne, forcément, ça va générer de la charge mentale. Ou on peut avoir de la charge mentale liée à une ambiguïté dans le choix de l'action ou à une complexité dans la mise en œuvre d'une action. Il y a trop de clics, trop de boutons, donc du coup, il faut qu'on se concentre pour réaliser la tâche. Du coup, là, la charge mentale, elle n'est pas perceptive ou cognitive, elle est liée à l'action. Donc, à chaque instant, on peut ou pas, justement, créer de la charge mentale. Donc, on peut agir sur ces différents leviers pour l'alléger quelque part. Une fois qu'on a compris qu'il y a 3 potentielles sources, grosso modo, de charge, on peut essayer de les alléger et on le verra dans la partie, justement, avec des exemples IHM. Un autre schéma qui est connu dans la littérature, il y a plusieurs variantes, j'ai pris celle-ci que j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'on ne fonctionne pas du tout comme des ordinateurs, c'est-à-dire un ordinateur, s'il a de la CPU disponible, il traite des infos, s'il n'a pas de CPU disponible, il va séquentialiser les données à traiter, mais il va finir par les traiter, quoi. Nous, pas du tout, c'est-à-dire que l'humain, s'il est sous-sollicité, s'il est en sous-charge de travail, il va avoir des mauvaises performances. La machine, c'est l'inverse. Et plus on le sollicite, plus on lui donne des choses à faire, plus il va atteindre un plateau dans lequel il y aura un bon rythme entre ses performances et les stimuli à traiter. Donc, ça, c'est la performance optimale d'un opérateur, d'un utilisateur,
qui est un plateau qui a une taille assez variable. Je vais revenir dessus. Et si on continue à envoyer des infos à traiter, ou si on complexifie les tâches, ou si on rajoute des contraintes de temps, parce que la notion de charge mentale, elle est forcément liée aussi au temps que l'on a pour faire les choses, ben là, on va retomber dans des mauvaises performances, parce que l'utilisateur ne saura plus quoi faire et sera sûrement stressé par la charge de choses à faire. J'ai mis en violet 2 références au eye tracking, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi pour arriver à mesurer la charge mentale. Quand on est en sous-charge, on peut, entre autres, enfin de plus je simplifie, avoir des informations à ce sujet-là par les clignements de paupières. Un utilisateur qui conduit un véhicule pendant des heures et des heures et des heures sur une grande ligne droite dans le désert américain va forcément commencer à piquer du nez et du coup à fermer les yeux avec une fréquence importante et sur une durée plus importante que la normale. Donc la détection des clignements oculaires peut permettre de dire que la personne elle est sous-stimulée et du coup risque de faire des erreurs. Parce que le moment où il y aura un poteau ou un cerf qui traverse la route, il risque de ne pas le voir. Et de l'autre côté, là on va plutôt regarder la dilatation pupillaire, qui est un indicateur de stress. Là aussi, je vais essayer de faire simple, mais c'est un indicateur qui peut nous permettre de comprendre une suractivation affective, émotionnelle et cognitive de la part de l'utilisateur, qui peut aussi être un indicateur préalable à l'erreur, au stress et à l'erreur utilisateur. Donc, on a quand même des moyens, et je reviendrai dessus, hein, pour arriver à mesurer la charge et à savoir si l'utilisateur il est en train de vivre une expérience positive, agréable et sur laquelle il se sent à l'aise, hein, il est sur un plateau de performance optimale, ou si au contraire, on le sous-exploite ou on le surexploite. Il est en sous-charge ou en surcharge. Concernant la mémoire de travail, donc le bloc central du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, je vous donne un aperçu aussi des limites que l'on a à ce niveau-là. Donc là aussi, les vrais cogniticiens pourraient me dire que Miller, au final, il n'a pas vraiment été sûr de son coup quand il a parlé de nombre magique plus ou moins 2, 7 plus ou moins 2, mais bon, la littérature basique qu'on emploie en ergonomie cognitive exploite pas mal cette notion et je trouve que globalement, elle fonctionne assez bien. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas manipuler trop d'informations en même temps. Notre mémoire de travail a des limites en termes de place. On ne peut pas y mettre trop d'informations. Donc, je n'ai pas le temps de vous faire réagir à l'oral sur cet exercice, mais essayez de le faire dans votre tête. Si je vous demande de lire ces lettres et de les mémoriser, vous allez être incapable de mémoriser la totalité de ces lettres parce qu'il y en a bien plus que 9. Donc, si notre empan de travail, notre espace de mémoire de travail est entre 5 et 9 items, entre 5 et 9 éléments, là, il y a bien plus que 9 éléments. Donc, personne parmi vous saura me restituer ces lettres dans le bon ordre et sans erreur. Maintenant, vous pourrez me dire, si, il y a quand même moyen de le faire, parce que si je fais des groupes, ou si je les associe, ou si je trouve une ruse, je vais sûrement y arriver. Effectivement, c'est pour ça que les choses sont bien plus compliquées dans la pratique que dans la théorie. Je vous ai dit, on a un espace de travail de 7 plus ou moins 2 items. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce que c'est qu'un item. Et effectivement, plus on devient expert, plus on va faire des groupes d'items. Donc, on va traiter 5, 7, 9 groupes d'items et pas 5 ou 7 ou 9 items de base. Ces lettres sont les mêmes que celles de tout à l'heure. Mais sur cette séquence-là, si je vous demandais de mémoriser les lettres et de me restituer les lettres, vous n'auriez aucun mal en tant que francophone. Au passage, les deux séquences de lettres donneraient les mêmes performances sur un public italien. Parce que maison, voiture et vélo ne veulent absolument rien dire en italien. Donc, c'est une séquence de lettres aléatoires, tout comme la première. Donc ça nous amène déjà à tirer des conclusions en termes d'expertise utilisateur et d'interface. Ça veut dire qu'une interface n'est pas simple ou complexe en tant que telle, en soi. Elle est simple ou complexe par rapport au niveau de compréhension de mes utilisateurs. Si j'ai un public de novices, chaque bouton, chaque élément, chaque icône, chaque mot va constituer une brique à traiter et du coup un élément qui va charger la mémoire de travail. Au contraire, si je suis face à des experts qui font des groupes, des chunks, des regroupements d'éléments familiers, on pourra les charger beaucoup plus facilement, on pourra arriver à afficher beaucoup plus d'icônes, de menus, de boutons à l'écran sans générer de surcharge cognitive. Donc une fois de plus, et je reviendrai dessus, la notion de surcharge est très personnelle et très liée au niveau d'expérience des utilisateurs.
Un moyen que l'on a pour mesurer la charge, donc je vous ai dit, les définitions sont relativement floues. Elles vous parlent d'efforts et de différence entre une capacité globale que l'on a à réaliser des efforts et l'effort généré par chacune des tâches. Mais ça reste relativement vague. Donc, il y a une méthode qui existe dans la littérature depuis des années, qui est la méthode de la tâche concurrente. Donc là aussi, je vous propose de le faire de votre côté. Je ne pourrai pas vous écouter pour voir si vous le faites correctement, mais essayez de le faire, vous vous rendrez compte de à quel point on peut détecter assez facilement, parce que c'est assez basique comme méthode, les limites de notre mémoire de travail et donc de notre capacité cognitive. Si je vous demande de taper dans vos mains à un rythme régulier ou de claquer des doigts à un rythme régulier, vous devriez y arriver sans trop de soucis. Si vous n'avez que ça à faire, vous pouvez vous concentrer sur cette tâche-là et proposer un rythme régulier. Cette même tâche, si je vous demande de la réaliser tout en lisant à voix haute certains textes afin d'identifier les éventuelles fautes d'orthographe, devient beaucoup moins facile. Essayez, vous verrez que le rythme sera beaucoup moins régulier. Il y aura des trous, il y aura des accélérations, il y aura des perturbations du rythme qui sont liées au fait que votre cerveau ne peut pas réaliser deux tâches concurrentes en même temps. C'est-à-dire garder le rythme, lire, comprendre et mettre un jugement sur la sémantique et l'orthographe en même temps. Donc rien que ça va vous permettre de vous rendre compte du fait qu'on n'est pas capable de tout faire en même temps. Et du coup, dans la vie de tous les jours, imaginez-vous combien de tâches concurrentes on réalise et combien on charge notre mémoire de travail. J'ai pris un exemple très bateau, mais qui est très dans l'air du temps. Je me suis dit, allez, après le déconfinement, je vais aller rendre visite à ma famille aux États-Unis. Donc, je vais m'acheter un billet d'avion Nice-Washington. Donc, ça a l'air d'être une tâche simple, basique. Je veux juste un billet d'avion pour un voyage. Ça n'a pas l'air d'être la mer à boire. Oui, mais dans la pratique, quand on regarde combien d'informations on va devoir manipuler et comparer mentalement pour atteindre cette tâche, c'est quand même assez chaud parce que je tape ça dans Google et déjà, il faut que je choisisse. Est-ce que je choisis les résultats que m'affiche Google même avec Google Flights? Est-ce que je vais prendre un comparateur? Et si oui, lequel? Est-ce que je vais prendre une compagnie aérienne? Si oui, laquelle? Rien que ça, c'est déjà de la charge mentale. Donc, admettons que je choisisse Air France parce que j'ai un abonnement et que je me dis que je vais pouvoir utiliser mes miles pour acheter le billet. J'arrive sur la page Air France, j'ai 36 000 possibilités et 36 000 paramètres. Est-ce que je vais prendre un vol qui n'est pas cher mais avec des escales? Est-ce que je vais prendre un vol qui est plus cher mais qui n'est pas tout à fait aux dates que je voulais? Est-ce que je vais prendre un vol qui a des prix intéressants, etc. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc là, on est vraiment en train de charger notre système cognitif d'informations qu'il va falloir comparer entre elles pour faire un choix adéquat. Et à côté de ça, en plus, je peux avoir le téléphone qui sonne, des mails qui arrivent, WhatsApp qui bip, un rappel sur mon téléphone qui me dit qu'il faut que j'achète du pain. Tout ça vient charger notre système cognitif. Donc, à chaque instant dans notre vie, c'est effectivement compliqué de faire des actions et souvent on se trompe, non pas à cause d'un détail sur une page, mais à cause du contexte qui fait qu'on est surchargé d'informations et surchargé de choses à faire en même temps. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on n'est pas tout à fait multitâche. Bon, les femmes le sont plus que les mecs, hein, ça c'est sûr. Je rigole, c'est juste pour la blague. On a l'impression que les femmes le sont un peu plus, mais bref, je ne rentrerai pas dans ce débat sexiste. Dans la pratique, non, on ne peut pas exécuter N actions en même temps. Et il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. La complexité de la tâche en question, bien évidemment. Plus la tâche est complexe, plus elle va occuper nos ressources cognitives. L'interférence entre la tâche en question et le reste de notre environnement. Par exemple, si la deuxième tâche que j'exécute exploite le même canal, c'est une tâche visuelle, elle aura plus de chances de perturber la première que si c'est une tâche auditive. Ou le partage attentionnel, justement. Le fait que j'ai mes rappels WhatsApp, mon rappel d'acheter du pain et des bibs WhatsApp en même temps que ma tâche principale, ça partage mes ressources attentionnelles, donc ça peut causer des problématiques. Et puis, évidemment, un paramètre crucial qui est l'expertise de la personne. Qui est l'utilisateur? J'ai déjà dit, tout dépend du niveau de l'utilisateur et aussi de ses habitudes. Qui dit expertise dit familiarité vis-à-vis de la tâche ou du domaine en question. Plus on est familier dans le domaine,
plus, comme je le disais pour l'exemple des lettres, on sera capable de s'en sortir parce qu'on va avoir des stratégies, ne serait-ce que des stratégies en œuvre, qui nous permettent de nous en sortir beaucoup mieux que les novices. Il y a beaucoup de littérature, typiquement sur les contrôleurs aériens et sur leur stratégie pour gérer Watt 1000 vols en même temps, chose qu'un novice est incapable de faire. Donc, conclusion de tout ça, chaque tâche a une charge spécifique qui lui est propre, ce qu'on appelle le task load, sa charge propre, qui est liée à sa complexité, qui est liée au nombre de canaux à mettre en œuvre, etc. Mais la charge mentale, elle est spécifique à l'utilisateur. Ce qui peut créer une surcharge chez moi peut ne pas le créer chez vous, parce que tout est spécifique à chacun de nous. Et un bon exemple, c'est la conduite automobile. Quand on apprend à conduire un véhicule, on est vite surchargé par toute information de contexte. On risque de ne même pas voir le piéton qui traverse parce qu'on est en train de se mélanger des pédales, justement, avec l'accélérateur, le frein, etc. Quand on devient expert de conduite automobile, ça devient une tâche automatique. On peut faire autre chose tout en conduisant et en conduisant correctement. Donc là, je vous ai cité Sweller, qui est un des théoriciens les plus connus de la charge cognitive. Le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails. En gros, dans ces travaux-là, ce qu'on dit, c'est que la charge est inversement proportionnelle aux connaissances, compétences que l'individu a par rapport à cette tâche et qu'il y a plein de paramètres de contexte qui peuvent venir influencer le déroulement de la tâche elle-même. Pour rester dans le domaine automobile, si je conduis et que j'écoute la radio, je vais y arriver plus facilement que si je conduis et que je parle avec la personne à côté. Parce que discuter avec une personne nécessite plus de ressources cognitives que l'écoute passive d'une conversation radio. Donc, même une tâche qu'on sait réaliser correctement, comme conduire le véhicule, peut être perturbée par des effets de contexte qui génèrent une surcharge par ailleurs. Donc, vous voyez, c'est quand même assez riche et assez complexe, la charge mentale. Le but, ce n'est pas d'aller dans les détails, c'est juste de vous sensibiliser à l'importance de tout ça et surtout, dans un contexte UX, aux effets de la charge mentale. Pourquoi c'est aussi important, en fait, de faire attention à tout ça? Parce que les effets de la charge mentale peuvent être dévastateurs. Dans le meilleur des cas, on ralentit la performance, comme dans le test que vous venez de faire, ou que je vous ai montré, par rapport au battement et au rythme. Donc, dans un contexte où on veut que l'utilisateur produise et qu'il ait une certaine cadence, déjà, ralentir sa performance, ce n'est pas forcément génial. Et puis, évidemment, on va générer de la fatigue. Dans le meilleur des cas, on va générer de la fatigue. Dans le pire des cas, on va générer des choses qui ont des conséquences encore plus graves et encore plus lourdes, du stress, des erreurs qui vont nécessiter d'être rattrapées, voire pire encore, des erreurs qu'on ne pourra pas rattraper parce que c'est trop tard, on les a faites et elles ne sont pas corrigeables. Donc là, c'est quand même assez lourd en conséquence. Ou pire encore, des abandons des utilisateurs qui se désengagent de la tâche, qui boycottent, qui lâchent prise, qui ne font pas parce qu'ils refusent une tâche qui est trop lourde et qui leur coûte trop d'efforts et trop d'échecs, en fait. Donc, pour éviter ces effets qui sont au mieux gênants, au pire catastrophiques, il est important d'abord d'identifier correctement la surcharge potentielle, parce que je vous ai dit, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut connaître par défaut, ça dépend de plein de paramètres, et évidemment, dans la conception interface aux machines, faire en sorte que cette surcharge ne se produise pas. Donc, comment en ergonomie cognitive on mesure la charge mentale? Alors, il y a 3 grandes familles de mesures que l'on peut recueillir. Une plutôt objective, subjective et 2 plutôt objectives. Dans les mesures objectives, on a les mesures physiologiques qui sont de plus en plus utilisées. La sudation, la microsudation, le rythme cardiaque, la dilatation pupillaire, etc. Donc ça, c'est ce que notre corps a comme réaction automatique et non contrôlable qui donne des indicateurs sur son état de stress, etc. Des mesures comportementales, tout simplement, justement, les hésitations, les erreurs, un timing qui n'est pas respecté, une inattention, etc. Ça, c'est facile à mesurer dans n'importe quel test utilisateur, clairement. Et puis, des mesures déclaratives qui passent clairement par des questions qu'on va poser aux utilisateurs. Donc, je vais faire un petit focus sur 2 de ces mesures, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Dans les mesures déclaratives, il y a un questionnaire que vous pouvez trouver aisément sur Internet, qui s'appelle NASA-TLX, Task Load Index. Donc, c'est très basique, c'est juste des échelles de Likert qui mesurent plusieurs choses. Déjà, on mesure le task load perçu par l'utilisateur. Donc, on va lui demander
quelle exigence la tâche demandée. Donc, c'est des questions qu'on pose après des tâches, hein, évidemment. Donc, on n'est pas en temps réel, là, on est en temps différé, bien évidemment, malheureusement. Donc, on va lui demander quel niveau d'exigence avait la tâche qu'il a réalisée d'un point de vue physique, d'un point de vue cognitif et d'un point de vue temporel. Et après, on va lui demander comment il l'aperçoit, comment il juge son comportement. Donc, en termes d'interaction homme-tâche, est-ce qu'il juge que sa performance était adéquate, son effort était adéquat, sa frustration était la plus faible possible. Donc là, on est vraiment sur des mesures déclaratives. Je ne suis pas super fan des mesures déclaratives si on n'a que des mesures déclaratives, parce qu'on n'est souvent même pas conscient de ce qu'on a aimé, pas aimé, comment on a réagi, est-ce que ça a été vraiment fatigant ou pas. Il peut y avoir des biais et des déformations dans les réponses que l'on donne, pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler. Et en plus, c'est des mesures temps différé. Donc, je n'ai pas des données temps réel au cours même de la tâche, parce qu'une tâche, en plus, c'est plusieurs actions. Donc, j'aimerais bien savoir, sous-tâche par sous-tâche, comment la charge se répartit et à quel moment il y a un goulot d'étranglement, à quel moment ça chauffe dans le cerveau de l'utilisateur. Si on lui pose la question après coup, ça va être un petit peu compliqué d'avoir cette finesse de détail-là. Du coup, il y a d'autres mesures. Donc là, le focus que je voulais faire, c'est sur des mesures physiologiques, comme la dilatation pupillaire. Donc, et là, je fais le lien avec l'eye tracking, parce que pour enregistrer la dilatation pupillaire, on utilise des oculomètres. Donc là, je vous montre très rapidement une petite séquence sur du jeu vidéo. Donc là, on a un utilisateur qui va jouer une séquence d'un petit jeu qu'on a codé nous-mêmes, hein, donc sans aucune prétention ni artistique, ni en termes de gameplay. C'est des astéroïdes. Donc l'utilisateur doit dégommer des astéroïdes, tout simplement. Et on va mesurer son diamètre pupillaire. Donc là, on a une restitution du déroulement de la taille de sa pupille. Donc, je vais vous montrer la phase de contrôle, qui est la phase initiale pour avoir la baseline, parce que la pupille aussi, c'est quelque chose d'assez personnel, donc il faut savoir quel est le diamètre de base de chaque personne. Et vous allez voir, dès que les astéroïdes vont commencer à tomber, c'est quand même flagrant la dilatation pupillaire qui est générée. Donc, et le point rouge que vous voyez bouger, c'est tout simplement le regard de l'utilisateur qu'on enregistre via l'oculomètre. Donc voilà. Donc là, on part sur de la stimulation et on a tout de suite une pupille qui se dilate de façon assez conséquente. Et à la fin de la vague, parce qu'il y avait plusieurs vagues d'astéroïdes, donc la phase de repos démontre un rétrécissement pupillaire assez important. Et ainsi de suite, dans tous les passages du test, il y avait 7 vagues et on a une dilatation pupillaire de plus en plus importante en fonction de la complexité des vagues qui ont comporté de plus en plus d'astéroïdes à dégommer. Je conclue la partie théorique avec une petite référence qui est très grand public, mais qui fait appel à ces problématiques-là, éviter de compliquer la vie à l'utilisateur, éviter de surcharger les interfaces. Donc, c'est un bouquin qui est à la portée de n'importe qui, ce n'est pas du tout de la littérature fondamentale en psychocognitive, c'est de la littérature que tout le monde peut arriver à lire et qui est quand même assez agréable à lire et qui vous donnera quelques aperçus de ce qu'on va voir justement par la suite sur des méthodes pour réduire la charge mentale en interaction machine. Alors, rapidement, j'ai mis quelques pistes qui permettent à différents niveaux du process d'alléger la charge. Par exemple, au niveau visuel, la première des choses qu'on peut faire, c'est de limiter le nombre de choix à l'écran. Si j'ai un écran très chargé en boutons et icônes, je vais générer une charge informationnelle bien plus importante que si j'ai un écran avec uniquement 3 ou 4 boutons ou 3 ou 4 icônes. Donc, tous les ergonomes connaissent la loi de Hick. Donc, je vous laisserai approfondir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a de la littérature, il y a des pages Wikipédia, etc. En gros, ça c'est quelque chose qui déprime beaucoup les informaticiens quand je leur montre, mais en gros, chaque bouton en plus qu'on rajoute à l'écran est une chance en plus de se tromper. Parce que plus on rajoute des options, plus on rallonge le temps de réponse de l'utilisateur qui va se demander est-ce que c'est ça le bouton, est-ce que c'est ça le bouton, est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne ceci ou cela, etc., etc. Donc, rajouter des options est toujours quelque chose qu'il va falloir pondérer en termes de coût-bénéfice. Si on en a vraiment besoin, pourquoi pas, hein. Je ne dis pas que fonctionnellement parlant, il faut limiter les choix. Par contre, d'un point de vue charge mentale, il y a un coût à payer, donc il faut que ce coût en vaille la chandelle. Et évidemment, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce ratio n'est pas le même sur un utilisateur qui voit l'interface pour la première fois et un utilisateur qui la connaît par cœur, hein, bien évidemment. Donc, je reviens à la problématique de l'expertise, de l'habitude, etc. Donc, la loi de Hick, c'est un grand classique qui déjà peut nous aider pas mal. Une autre piste, c'est l'affordance.
Donc pareil, il y a beaucoup de littérature sur l'affordance. Je ne pourrais pas faire un gros focus là-dessus. En gros, pour faire hyper simple, et pardonnez-moi les spécialistes, l'affordance, c'est l'intuitivité de quelque chose. Donc si on prend des boutons, un bouton affordance est un bouton qui nous suggère qu'il est cliquable. Parce que l'objectif d'un bouton, c'est qu'on y clique dessus, qu'on appuie dessus. Donc là, on voit un bouton flat, un bouton en flat design, et un bouton qui n'est pas flat. Le bouton qui n'est pas flat, il est plus affordant parce que son aspect bombé, son effet de relief, son ombrage nous permet de comprendre que cette chose-là, on peut l'enfoncer. Donc en termes de, justement, de charge mentale, là, on peut se baser sur du visuel, faire un traitement visuel qui nous guide vers la compréhension du sens de cet élément IHM, chose qu'on ne pourrait pas faire si le bouton était écrit en chinois. Là, il y a écrit « envoyer un message » a priori. Si Google Translate m'a traduit correctement en chinois, là, c'est la même chose, c'est juste une autre langue, sauf que ici, on ne peut pas se baser sur le langage, parce que sur un bouton flat, on est obligé de passer par l'accès au lexique, comprendre qu'il s'agit d'un verbe, envoyer est un verbe, donc verbe égale action, action égale je peux interagir avec cet élément. Si l'interface est en chinois, je ne peux pas me baser sur le langage, il n'y a que le visuel qui peut m'aider, et dans ce cas-là, je vais comprendre qu'il s'agit d'un bouton, dans ce cas-là, je ne vais pas forcément comprendre qu'il s'agit d'un bouton. Donc, faire en sorte que les choses soient plus intuitives et que dès le premier contact visuel avec l'interface, on puisse déduire son fonctionnement, même s'il était écrit en chinois, c'est quelque chose qui est très important pour notre cerveau. On allège la charge cognitive parce qu'on va permettre le traitement de l'information dès le stade perceptif. Et le petit détail de la mort qui tue, hein, c'est sur Windows 8, quand il est sorti, il y a eu des travaux même de Nielsen, qui est très connu, c'est un des pères de l'UX sur le marché anglophone, qui s'est déchaîné en disant « mais les gars, mais comment vous avez pu pondre une interface de ce type-là » C'est totalement à l'encontre de tout principe de bon sens et d'ergonomie. Et effectivement, quand on regarde un petit truc comme celui-ci, Change PC Settings, on peut raisonnablement ne pas comprendre qu'il s'agit d'un bouton. Pourtant, c'est bien un bouton. Il y a un verbe d'action. Donc, on peut interagir avec. Ça n'empêche que ça aurait pu être un titre, ça aurait pu être un machin qui était posé là comme ça, une explication, n'importe, mais pour comprendre qu'il s'agit d'un bouton cliquable, effectivement, l'affordance n'est pas terrible. Visuellement parlant, il n'y a pas une bordure, il n'y a pas quelque chose qui pourrait permettre de comprendre qu'il s'agit d'un bouton. Donc, le material design corrige en bonne partie les défauts du flat design qui justement brisait les notions d'affordance. Donc, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Autre piste pour améliorer le confort utilisateur et réduire la charge mentale, c'est le design d'anticipation. Le design d'anticipation, ça veut dire savoir qu'est-ce qui va être le prochain step, la prochaine étape de l'utilisateur dans sa séquence logique et lui proposer des aides pour aller plus vite, tout simplement. Là, vous avez un exemple très bateau. Il est quelle heure? Dans 57 minutes, ça sera 13h45. J'ai un rendez-vous chez l'orthophoniste. Déjà, c'est bien, mais on aurait pu s'arrêter là. Non, le système, il anticipe mes besoins. Il me dit, tu as un bus numéro 28 dans 27 minutes pour pouvoir atteindre le rendez-vous. Donc, si on sait que l'utilisateur va avoir un rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour qu'il y aille? Pour qu'il y aille plus facilement, pour qu'il y aille sans être en retard, pour qu'il y aille sans stress et sans fatigue. Donc, à chaque fois qu'on sait quelles sont les prochaines étapes que l'utilisateur va réaliser dans une interface, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour lui faciliter la vie. C'est ce qu'on appelle le design d'anticipation. Il y a pas mal de littérature là-dessus. Autre exemple, l'effet Zeigarnik. Alors, là aussi, il y a de la littérature. C'est assez intéressant parce que ça, on n'en parle que dans la littérature UX et pas du tout dans la littérature. En tout cas, je n'ai rien trouvé dans la littérature fondamentale en psychologie cognitive. Pourtant, c'est quelque chose d'assez logique. On se souvient plus facilement des tâches qu'on a laissées en plan. Les tâches qui sont en cours, les tâches qui sont inachevées. On a tous vécu l'expérience d'un morceau de musique qui nous trotte dans la tête et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et bien, si vous essayez de vous chanter dans la tête la fin de la chanson, ça sera plus facile de vous en débarrasser parce que la tâche est achevée. Donc, une tâche qui est laissée en plan est une tâche qui va laisser une petite ampoule allumée dans votre tête qui dit il faut finir, il faut finir, il faut finir. Donc, plus vous avez de ces ampoules dans la tête, plus vous allez être surchargé. Et c'est ça la tâche mentale des femmes.
Je dois m'occuper d'acheter du pain, je ne dois pas oublier de lancer la machine à laver, etc., etc. C'est des tâches qu'il va falloir gérer à un moment donné et qui génèrent de la charge entre-temps, alors qu'on a d'autres choses à faire en même temps. Je vous ai mis un lien aussi vers un article qui parle de ça en détail. Je vous laisserai approfondir cet effet. Encore quelques exemples. Là, je suis sur des interfaces. J'ai dû cacher les données parce qu'il s'agit d'interfaces dans des domaines un petit peu critiques. L'idée, c'est de faire certaines choses à la place de l'utilisateur. Alors, là aussi, on pourrait rentrer dans le débat. Quelles choses, pourquoi, comment, etc. Mais en gros, sans vouloir prendre des décisions à la place de l'utilisateur, parce que ça, jamais de la vie, on peut parfois lui simplifier la vie. Donc là, j'ai pris un exemple. Ça, c'est une maquette faite par nous. Hein. Ce n'est pas un vrai système en prod, malheureusement, pour l'instant. Il y a certaines tâches. Là, on est dans le domaine naval. On demande à la personne de compter des tours de pale. Donc là, on est dans de l'audio, hein, on est dans des traitements de signal acoustique. Donc la personne doit compter dans sa tête le nombre de tours de pale qu'il entend. Et après, donc il le fait sur 15 secondes, après multiplié par 4 pour avoir le nombre de tours de pale par minute. Et ils le font avec papier, crayon et un chronomètre, hein, les mecs. C'est possible, mais bon, pourquoi on ne leur mettrait pas à disposition un petit outil dans l'IHM qu'ils utilisent au quotidien et qui est devant leurs yeux, qui leur permettent non seulement de taper le temps à l'écran, mais d'obtenir le calcul automatiquement. Parce que selon le nombre de tours que vous avez, la multiplication peut être relativement compliquée à faire de tête. C'est quoi la valeur ajoutée de l'humain à multiplier 99 fois 4? Aucune. Donc, on peut peut-être faire ce calcul pour lui, pour éviter qu'il se trompe et pour éviter de lui rajouter de la charge mentale, alors que s'il est en train de faire ce boulot-là, c'est qu'il a des choses importantes à faire. Hein. Il a détecté un bruiteur qui peut être potentiellement dangereux. Donc, du coup, on a besoin de ces ressources cognitives sur d'autres tâches plus importantes et pas réalisables par la machine que multiplier par 4 le nombre de tours de pale par minute. Voilà, donc ça, c'est un des exemples qu'on peut mettre en œuvre sur des interfaces critiques. Un tout dernier exemple de ce qui existe aujourd'hui, par exemple les sites one-page, ils ont des défauts, les sites one-page, ils n'ont pas que des avantages, mais ils ont le grand intérêt de permettre à l'utilisateur de ne pas avoir à choisir. Je n'ai pas à dire, est-ce que je prends ce bouton, ce bouton, ce bouton, est-ce que je clique là, est-ce que je prends le menu, est-ce que je prends le moteur de recherche? Non, le site, il me raconte une histoire, le site, il me guide en exploration. Donc là, j'ai pris un site, alors sur la droite, vous avez un site qui est plus ou moins un vrai one-page. Celui sur la gauche, j'ai un peu trichouillé parce que ce n'est pas tout à fait un one-page. Mais disons que si vous scrollez la page de Spotify, tel que, je ne sais pas s'ils l'ont changé maintenant avec le Covid, mais en tout cas, ça c'est une capture d'il y a quelques semaines qui fonctionnait très bien. On pouvait tout à fait se faire une idée de ce service, de son intérêt, du coût de l'abonnement et souscrire sans quitter la page d'accueil. Donc là, en termes de charge mentale, on n'a aucun choix à faire. On scrolle la page, on découvre les avantages de ce service, l'intérêt de ce service, le coût de ce service et on adhère à ce service. Terminé. Donc, effort cognitif le plus faible possible. Donc, on peut mélanger un one-page avec autre chose, hein, rajouter des approfondissements, etc., faire une overnav, voilà, ajouter des petites choses annexes. Mais en tout cas, l'idée de raconter une histoire et guider l'utilisateur pour qu'il puisse de A à Z comprendre qui on est, ce qu'on propose et adhérer à notre service dès la page d'accueil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus confortable pour lui et qui, évidemment, réduit sa charge mentale. Un dernier exemple, lui, beaucoup plus prospectif, par contre. Donc, tout ce que je vous ai montré est faisable aujourd'hui. Ce que je vous montre là, c'est le futur. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons en R&D. Parce que je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Comme justement, on est de plus en plus surchargé, on est de plus en plus entouré d'objets intelligents, connectés, etc. À un moment donné, il va falloir que ce ne soit plus à l'utilisateur de s'adapter à son environnement, que ce soit un petit peu l'environnement qui, de façon intelligente, prend en compte la situation de l'utilisateur. Sa situation, son profil, ses besoins, ses contraintes et sa charge mentale. Donc, dans un projet qui s'appelle Octopus, que nous sommes en train de mener avec des financements publics, hein, donc de la région, de BPI France, de la métropole, etc., avec des partenaires comme Scalian, EDF, le CEA, Parade, etc., on essaye de mettre au point un système de règles basé sur les facteurs humains qui permettent d'adapter les interfaces en temps réel. Donc là, je vous ai mis un exemple très bateau pour vous faire comprendre. Si je détecte que l'utilisateur a un profil plutôt novice et qu'il est en train de réaliser une tâche pour laquelle
la charge est très importante, une tâche très complexe par exemple, dans un contexte d'alerte, et que j'arrive à mesurer que sa dilatation pupillaire est supérieure de 30% à sa dilatation de base, là, je vais automatiquement reconfigurer l'interface pour ne laisser afficher que les boutons principaux qui sont liés à la tâche qu'il est en train de réaliser. Je vais cacher ou masquer les options dont il n'aura pas besoin et qui vont générer du bruit dans sa tête alors qu'il est un peu en stress parce qu'il doit sûrement réagir à une alerte ou à une urgence à réaliser. Donc, c'est l'objectif du projet. Ça, c'est un exemple assez bateau, hein, donc ne le prenez pas comme le seul et unique objectif du projet. Mais l'idée, c'est que dans le futur, si on veut vraiment rendre service à l'utilisateur, le mieux, c'est encore de s'auto-configurer de façon intelligente autour de lui, autour de son profil, autour de ses tâches, autour de son contexte. Et ça, c'est la base de l'approche systémique propre à l'ergonomie cognitive et au facteur humain. Donc, j'ai terminé. J'ai dépassé, comme d'habitude, de quelques minutes. Veuillez m'en excuser. Je suis là pour prendre vos questions, si vous en avez. J'espère que ça n'a pas été trop technique ou trop lourd à digérer, justement, avec trop de charges cognitives. Alors, je vais ouvrir le chat, les questions-réponses. Emmanuel Seca qui demandait le rôle des habitudes. Oui, effectivement, on en a parlé. Les habitudes jouent un rôle fondamental. Donc, négliger l'importance des habitudes, c'est négliger une bonne partie de la source de la surcharge cognitive. Donc, comme je l'ai dit, le task load peut être plus ou moins général à une tâche, générique à une tâche. La charge mentale, non. La charge mentale dépend de l'utilisateur en question et du coup de son niveau d'expertise, de ses habitudes, de ses préférences, etc., etc., etc. Donc, il va falloir faire des études spécifiques par rapport à votre population cible pour savoir si telle ou telle situation génère ou pas une surcharge cognitive. Alors, là, il y a une question très longue. Alors, je prends déjà une courte. Affordance et pédagogie. Quels travaux déjà menés? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y a des travaux qui lient l'affordance et la pédagogie. La littérature sur l'affordance est une littérature, je pense à Donald Norman, hein, entre autres, hein, que je vous ai déjà cité la dernière fois pour les ouvrages sur le design émotionnel. Dans l'ouvrage, alors je ne sais plus le titre en français, le titre en anglais c'était Psychology of Everyday Things. Je ne sais plus le titre français de cet ouvrage. C'est un des deux ouvrages fondamentaux de Norman. Il parlait amplement d'affordance, mais je ne pense pas qu'il parlait de pédagogie. Et dans la littérature classique en pédagogie, je ne suis pas du tout une experte, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'on utilise le terme affordance. On peut parler d'intuitivité sûrement, mais pas d'affordance. Donc ça serait un champ totalement à explorer à mon sens. Mais peut-être que d'autres personnes ont plus d'infos. Je ne suis pas une grande spécialiste de l'approche pédagogique, donc j'ai peut-être zappé des travaux qui existent à ce sujet. Mais comme la littérature UX, la littérature facteur humain, des fois on bosse sur les mêmes choses et on ne se parle pas. C'est ça qui est un peu dommage, c'était l'objectif de cette présentation, c'était de montrer qu'en UX, on a tout intérêt à récupérer des travaux qui sont faits par des chercheurs en psychocognitive et en ergocognitive, parce que c'est des problématiques qui nous intéressent tous, même si on les appelle différemment et qu'on a des angles d'attaque différents, mais il y a une vraie complémentarité entre ces disciplines. Hein. On parle bien de l'humain, et c'est à peu près la même chose dans tous les cas, quoi. Alors, je vais essayer de lire la grosse question d'un spectateur anonyme. Alors, dans le cadre de redesign de systèmes internes complexes, tu as souvent des anciens systèmes qu'on peut imaginer une grosse charge mentale avec des écrans très chargés, limite un tableur Excel, de toute petite police, peu d'espace et hiérarchie d'infos. Oui, je vois très bien le propos. Pourtant, les utilisateurs souvent te disent que le système est très bien, ils voient tout d'un coup et c'est parfait. Du coup, tu te heurtes à des grosses réticences sur un redesign avec plus de structure qui suit une partie de principes dont tu as parlé. Tu as des conseils pour gérer ça, le fait que tu essaies de baisser la charge mentale sur un nouveau design, mais que tu te heurtes aux habitudes des utilisateurs qui veulent absolument pas scroller, veulent continuer à tout voir d'un coup sur le même écran. Alors, merci spectateur anonyme, je ne sais pas qui tu es, mais merci pour cette question parce que ça me fait la transition avec le webinaire de la semaine prochaine sur l'acceptabilité. Parce que oui, c'est vrai, souvent les gens n'ont pas envie de changer. Et ils n'ont pas envie de changer pour une raison très simple. Ils se sont déjà tapés un boulot monstre pour apprendre le truc en question. Et ils n'ont super pas envie de se retaper un boulot monstre pour apprendre autre chose dont ils ne voient pas l'intérêt. Parce que leur dire « oui, tu n'auras pas à scroller », ce n'est pas assez clair pour eux qu'est-ce qu'ils vont y gagner à ne pas. Donc, il y a tout un tas de choses à savoir sur l'acceptabilité et tout un tas d'astuces là aussi. Donc, la présentation de la semaine prochaine
Normalement, elle aura à peu près la même structure que celle-ci. Une partie théorique sur qu'est-ce que l'acceptabilité et qu'est-ce que ça veut dire et où on la positionne dans le process UX. Et puis des techniques pour améliorer l'acceptabilité et faire baisser les réticences au changement qui sont évidemment un frein et un gros mur contre lequel on se heurte régulièrement dès qu'on fait un petit peu d'innovation. Alors, Suzanne de Crème, pour les impacts utilisateurs, il a été cité stress, erreur rattrapée. Peut-il avoir des impacts plus importants dans certains cas pour certains utilisateurs? Oui, sûrement. Là, j'étais assez générique, mais on peut imaginer toutes sortes d'impacts, y compris sur l'envie de revenir sur le site en question. Donc, j'essaie de rester très vague, mais tout à fait. On peut imaginer plein de conséquences néfastes, plus ou moins graves, qui seront adaptées au projet, en fait. En fonction de... Là, je fais le lien avec le premier webinaire qu'on a fait, qui était plutôt sur le retour sur investissement. Donc, évidemment, si vous êtes sur du e-commerce, il peut y avoir un impact sur le chiffre d'affaires, chose qu'on n'aura pas sur un produit métier. Donc, tout à fait. Donc, là aussi, il faudra faire une étude en fonction de l'univers du projet pour être le plus pertinent possible. Timothée, est-ce que le material design est affordant? Oui, tout à fait. Le material design a été conçu pour corriger les défauts du flat tout en restant sur une graphique, un visuel similaire. Des aplats de couleurs, des icônes monochromes. Voilà. Globalement, ça ressemble à du flat, mais par le biais de l'introduction de la métaphore du matériel, on arrive à corriger certains des défauts, dont l'affordance, et d'autres choses qu'on pourrait aborder si on avait le temps. On a des diapos de cours à ce sujet-là. Donc, ça rend les interfaces plus intuitives tout en restant dans ce style qui aujourd'hui est considéré plus moderne et plus agréable que le skeuomorphisme qui était à la mode il y a quelques années. Emmanuel qui dit, imaginons les impacts dans le médical. Les impacts sont dans toutes sortes de disciplines, dans n'importe quel domaine. Justement, dans le grand public, baisser la charge mentale peut améliorer le confort utilisateur, améliorer les ventes en ligne, améliorer le taux de rétention, faire baisser le taux de rebound sur une page d'accueil, sur une landing page. Dans le milieu métier, on aura plutôt des retours par rapport aux performances. Donc, réduire l'erreur humaine, le projet dont je vous ai parlé. Là, on est clairement dans la problématique de l'erreur humaine, surtout en cas de stress, en cas de panne. Un des use cases professionnels qu'on aborde dans le domaine, c'est EDF. Donc, on peut être dans le nucléaire. Dans le nucléaire, l'erreur humaine peut être relativement dangereuse pour tout le monde, quoi. Donc, tout ce qu'on peut faire pour réduire la charge mentale d'un opérateur est bienvenu. Et moi, mon credo, c'est justement de réduire cette charge mentale sans avoir à lui demander s'il ressent de la charge mentale. Parce que lui poser la question de est-ce que tu ressens de la charge mentale, ça génère de la charge mentale. Donc, ça ne me paraît pas la meilleure des choses. Je préfère les mesures physiologiques. En tout cas, un faisceau de mesures physiologiques. Là aussi, on pourrait rentrer dans les détails. Une seule mesure n'est pas suffisante. Il en faut plusieurs concordantes qui pourraient justement permettre de dire ah ben là, il y a des chances qu'il se trompe. Il y a des chances que dans les minutes qui viennent, il fasse une bêtise parce qu'on détecte tel niveau de sudation, tel niveau de fréquence cardiaque, tel niveau de dilatation pupillaire, etc. etc. Je prends une dernière question parce qu'il est très tard. Jeanne, les saccades des fixations oculaires sont-elles également corrélées à une charge mentale au-delà de la dilatation de la pupille? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un des paramètres qu'on prend en compte. J'aime beaucoup la pupille, mais la pupille toute seule, elle n'est pas significative. Enfin, c'est une variable confondue, hein, si on veut parler un petit peu technique. La pupille toute seule, elle peut témoigner de plusieurs choses. Elle peut témoigner d'une surcharge cognitive, bien évidemment, mais elle peut témoigner tout simplement de l'entrée de l'utilisateur dans un environnement trop sombre. Donc, on aura une dilatation pupillaire tout simplement pour faire entrer plus de lumière dans son œil. Donc, on ne peut pas travailler que sur de la dilatation pupillaire. On a de la littérature qui commence à être assez stable, assez valable sur la taille des saccades, sur le nombre de saccades et sur la durée des fixations en cas de stress. Un phénomène classique, c'est par exemple une vision un peu tubulaire. Ça, tous ceux qui ont vécu une situation stressante ont ce souvenir d'un rétrécissement de leur champ de vision. Donc, on va commencer à regarder que devant nous, de façon assez fixe, hein, parce qu'on n'a plus la capacité d'appréhender la totalité de notre contexte. Donc, ces problématiques de taille de saccade, de nombre de saccades, de durée de fixation, dilatation pupillaire et une corrélation forte avec une microsudation plutôt qu'un rythme cardiaque accéléré, peuvent nous permettre de dire « Ah oui, là, on sait dire en temps réel qu'il y a des risques d'erreur humaine ou de perturbation de la performance ».
Mais c'est l'objet de l'étude d'Octopus, donc je ne peux pas vous donner des certitudes absolues, notamment dans des milieux réels. Hein. Il y a plein d'études, mais un peu théoriques. Nous, on va être vraiment dans des tests in vivo, dans le milieu justement, notamment nucléaire, pour pouvoir prouver que ce système est déployable dans la vraie vie. Voilà, je m'arrête là. Désolée, il est moins 10. Il est temps de couper. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout à fait nous les écrire. Voilà, je cherchais à remettre la diapo avec notre adresse mail. Merci de votre présence. Donc, le replay sera en ligne dès demain, normalement, ou plus tard dans la semaine. Je vous donne pour ma part rendez-vous à la semaine prochaine, mardi prochain, même lieu, même heure. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc, vous trouverez le lien sur notre page, sur la page du site Ludotique et sur nos réseaux sociaux. Donc, le thème de la semaine prochaine, justement, sera l'acceptabilité des innovations. Merci à tous de votre participation et j'espère à très bientôt. Au revoir.